sommes ravis d'accueillir Monsieur le ministre Hussein Ouardi. Merci d'avoir accepté mon invitation, Monsieur le ministre. Merci aussi de nous donner cette conférence inaugurale autour des ressources humaines et des politiques qui y sont liées. Merci. Sabah al-Khair. Merci beaucoup. Alors c'est avec émotion et fierté que je prends la parole, d'abord pour vous remercier, Madame Nada Nadif et tous les organisateurs de ce colloque international de mi-avoir associés. Je vais présenter une petite conférence, une courte conférence d'une vingtaine de minutes, comme vous l'avez souhaité et demandé, sur les ressources humaines, le développement des ressources humaines en santé, un choix politique efficient pour un système de santé performant. Je vais aborder tout d'abord la situation actuelle au Maroc, avec son déficit chronique qualitatif et quantitatif en professionnels de santé, très rapidement, ça a été dit. Dans un deuxième temps, pourquoi nous en sommes là, quelles sont les causes de ce déficit. Je passerai ensuite aux conséquences sur notre pays, ce déficit, quelles sont ses conséquences, quelles sont les pertes, quel est le manque à gagner pour le Maroc, pour proposer quelques pistes de solutions. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce chapitre avant de conclure. Alors la situation actuelle au Maroc, vous le savez tous, à l'aube de la mise en œuvre du grand chantier royal, vous l'avez dit, de la refonte du système de santé, de la généralisation de la couverture sociale, de la généralisation de la couverture médicale. Le Maroc, malheureusement, fait face à un déficit chronique, qualitatif et quantitatif en ressources humaines. Selon l'OMS, nous sommes à 7,3 médecins pour 10 000 habitants, vous l'avez dit, pour une moyenne préconisée par l'OMS de 23 pour 100 000. Nous sommes à 9,1 infirmiers pour 10 000 habitants, au moment où l'OMS préconise 60 infirmiers pour 10 000 habitants. Nous sommes à 1,7 professionnels de santé, médecins, sages-femmes, etc., pour 1000 habitants, au moment où l'OMS préconise 4,45 professionnels de santé pour 1000 habitants, pour d'abord espérer commencer à résoudre les problèmes de la santé, mais surtout pour faire face et faire aboutir les ODD, les objectifs de développement humain. Le Maroc a été depuis des années classé par l'OMS comme étant l'un des pays parmi les 57 pays au monde qui connaissent une pénurie aiguë en personnel de santé. Et déjà en 2020, nous avions un déficit de plus de 37 000 médecins en 2020. Nous avions un déficit exact calculé sur la base des calculs faits au ministère de 64 774 infirmiers, ce qui fait que le déficit global dépasse et de loin les 100 000 professionnels de santé. Donc il y a un déficit chronique, qualitatif et quantitatif. Pourquoi nous en sommes là? Quelles sont les causes? Je vais en citer quelques-unes. D'abord, une très faible capacité de formation. Pourquoi? Parce que les enseignants, les professionnels de santé enseignants en général et les médecins enseignants en particulier sont de plus en plus rares. Les terrains de stage sont de plus en plus rares. Et quand ils existent, il y a une inadéquation entre le nombre d'étudiants, d'apprenants affectés dans le service et la capacité de formation de ce service, ce qui fait les étudiants et le service lui-même se trouvent débordés, dépassés. On ne peut plus faire la qualité dans la quantité. Vous avez le plateau technique qui coûte excessivement cher. 40% du plateau technique lourd au Maroc actuellement existe dans le secteur privé. Et donc, les étudiants n'ont pas la possibilité, vous le savez très bien, nous avons des CHU, par exemple, prenons Agadir, dernièrement, le doyen m'appelle, on me dit, oh, monsieur le ministre, il faut que tu assistes avec nos premières thèses, les premiers lauréats de médecine, imaginez les premiers lauréats de médecine alors que le CHI n'a pas encore démarré, etc. Et la médecine, vous le savez mieux que moi, plus de 90% de la formation en médecine, c'est la pratique, c'est pas la théorie. On peut prendre un iPhone, cliquez diarrhée, vous avez la définition, vous avez les causes, vous avez les possibilités de traitement, vous avez les comprimés, etc. Mais la véritable question, c'est la pratique, c'est comment passer de la théorie de l'iPhone, de l'écriture, à la théorie de la pratique.
Et donc, il y a un gros problème au niveau de la capacité de formation. Deuxième problème qui nous a mis dans ces situations de pénurie, c'est que les professionnels de santé enseignants en général et les médecins enseignants en particulier sont de plus en plus rares. Ils sont très souvent démotivés. Ils sont démissionnaires. Ils veulent quitter. La majorité veulent quitter. Je parle des enseignants des CHU essentiellement. Ils veulent quitter, pas toujours parce qu'ils veulent de l'argent, pas toujours parce qu'ils cherchent un salaire beaucoup plus important. Ils veulent quitter pour d'autres raisons. Parce que moi, je vous parle, j'ai travaillé dans un CHU pendant 43 ans. J'étais enseignant, j'étais vice-doyen, j'étais doyen, j'étais ministre, donc je connais bien les rouages. Donc s'ils veulent quitter, vous avez d'autres raisons. Vous avez des gens qui quittent pour le salaire, ça c'est vrai. Mais vous avez bien d'autres, ils sont nombreux, ils ne recherchent pas une augmentation de salaire. Ils quittent parce que d'abord, on ne tient pas compte de leurs propositions, de leurs idées pour faire marcher les services. Ils ont des missions d'exécution et n'ont pas des missions de participation, d'aide, d'innovation. Ils quittent parce qu'il y a une insuffisance, une faiblesse de la recherche scientifique. Nous avons beaucoup d'enseignants qui sont venus, qui sont rentrés de France ou d'ailleurs, et même les Marocains, d'excellents enseignants qui ont quitté parce qu'ils n'arrivent plus à mettre en exécution leurs connaissances, leur savoir, leur savoir-faire qu'ils ont acquis pendant des années de formation et des années d'expérience. Il y a certains enseignants aussi qui quittent parce qu'il y a un problème de gouvernance. Prenons par exemple dans un CHU. La nomination d'un chef de service au CHU est une nomination pratiquement à vie. Quand vous êtes nommé, moi j'étais chef de service d'accueil des urgences au CHU, j'ai quitté le CHU, j'étais ministre, je suis revenu au bout de 7 ans, il y avait toujours la plaque professeur Lourdi, chef de service. La loi, c'est comme ça. Mais il va falloir la changer. Mais il vaut mieux que je partage avec vous, que vous sachiez, pour certains qui ne connaissent pas comment ça se passe. Et donc, au lieu d'avoir cet esprit d'émulation, de concurrence pour la chefferie de service avec un plan d'action, un chef de service, la chefferie, c'est une mission, ce n'est pas une carrière. Donc, au bout de 4 ans, on va revoir ce que vous avez présenté, ce que vous avez fait pour relancer les candidatures. Vous avez un autre problème de cette rareté des ressources humaines, de ce recrutement au niveau des CHU, c'est le TPA. Le temps plein aménagé, moi je vous le dis en toute franchise, vous savez très bien pour beaucoup d'entre vous ce que j'en pense, ce n'est plus le TPA, ce n'est plus le temps plein aménagé, c'est le temps plein déménagé, c'est le TPD. Et beaucoup d'enseignants, pas tous heureusement, en flagrant, en délit d'exagération, toujours. Et quand on est souvent dehors, ça veut dire que les étudiants, les jeunes apprenants sont livrés à eux-mêmes, ça au niveau de la formation, mais également au niveau de la prise en charge de nos malades dans les CHU, retard dans la prise en charge, des difficultés, etc. Et des problèmes sociaux. Donc, deuxième raison, c'est celle-là. Et puis, vous avez la troisième explication de cette rareté des ressources humaines, c'est un exode massif permanent des professionnels de santé, des étudiants, des enseignants, pas uniquement des médecins, mais également des infirmiers. Et cet exode massif de ce personnel de santé, vous savez que 30% des médecins formés au Maroc exercent en dehors du Maroc. Je vais revenir sur cette question qui me tient à cœur. Exercent en dehors du... Et l'exode concerne les étudiants, concerne les médecins généralistes, concerne les médecins spécialistes, concerne les professeurs. Beaucoup de médecins généralistes que je connais personnellement ont quitté le Maroc et ont accepté de redémarrer ailleurs avec un poste beaucoup sur l'équivalent sur le plan pédagogique. Au moment où ils sont médecins, ils peuvent exercer ici, ils ont accepté de démarrer avec un poste de fonction d'interne. Si on accepte un poste pédagogique beaucoup moindre que celui qu'il occupe au Maroc, il y a des raisons. Et cet exode des médecins, toutes les spécialités des professeurs, ne concerne pas, ça concerne les étudiants, j'ai dit, les médecins spécialistes et généralistes, et les professeurs, et ça concerne, en dehors de cet exode externe du Maroc vers l'extérieur, vers les pays du Golfe, vers l'Allemagne, vers la France, vers l'Amérique, etc., vous avez l'exode interne, qui vient encore compliquer les choses. Vous avez les médecins qui quittent le secteur public pour s'installer dans le secteur privé, et vous avez les médecins qui exercent dans les régions éloignées, les régions montagneuses, communément appelées les déserts médicaux, qui refusent d'y rester et veulent rentrer
Ils rentrent le plus souvent dans les villes et donc il y a des réseaux médicaux. Et les raisons essentielles de cet exode, ce sont les conditions de travail essentiellement, les conditions salariales et bien sûr le problème social et le problème familial. Quatrième raison de ce déficit, c'est l'absence d'une politique volontariste, d'une politique agressive pour récupérer les médecins marocains, les professionnels exerçant à l'étranger, et même les étrangers exerçant chez eux. D'ailleurs, on sait, la loi par exemple 33-22, c'est une loi qui est venue modifier ou compléter la loi 131-13 pour favoriser, inciter les étrangers à venir exercer au Maroc, n'a pas donné de résultats. Une dizaine seulement, moi je vous dis, même si on nous annonce plus d'une centaine, je connais bien le problème. La majorité des gens qui sont rentrés, c'est un regroupement familial. C'est soit un médecin mâle qui rejoint son épouse, soit l'épouse qui rejoint son mari, etc. Donc, cette loi 33-22 n'a pas donné les résultats escomptés. Et enfin, dernière raison, c'est la très mauvaise répartition des professionnels de santé en général et des médecins à travers le royaume. La répartition géographique, 70% des médecins marocains exerçant au Maroc sont installés dans l'axe Casaraba, entre Kenitra, Rabat, Casablanca et El Jadida. Alors, quelles sont les conséquences pour notre pays? Quel est le manque à gagner? Quelles sont les pertes? Je vais en citer 3 uniquement parce qu'on n'a pas le temps. Première perte, c'est le dysfonctionnement du système de santé. Perdre des hommes et des femmes enseignants professionnels de santé ou médecins ou infirmiers enseignants ou non enseignants, ce n'est pas perdre des femmes et des hommes, c'est perdre de la compétence, c'est perdre des compétences techniques, perdre des compétences diagnostiques, perdre des compétences thérapeutiques qui, s'ils étaient là, auraient pu faire hisser le système de santé marocain vers le haut. Et puis, quand ils sont rares, bien sûr, les rendez-vous sont éloignés. Quand les rendez-vous sont éloignés, le nombre de médecins, la rareté des médecins entraîne quoi? Entraîne les rendez-vous éloignés, moins d'actes médicaux, moins d'analyses biologiques faites, moins d'examens radiologiques réalisés, moins d'interventions chirurgicales réalisées, le problème social, et ça retentit sur la qualité des soins. Donc, le véritable dysfonctionnement du système de santé marocain. Deuxième conséquence, et non des moindres, c'est une perte financière. Un exemple. Actuellement, nous avons quelque chose comme plus de 14 000 médecins qui exercent en dehors du Maroc. Un médecin sur 3 formé au Maroc, un médecin sur 3 formé quitte et exerce ailleurs. 14 000 médecins, et quand on sait que l'État marocain dépense 1 million de dirhams pour former un médecin de la première année à la dernière année, multiplié par 14 000 médecins, ça vous fait 14 milliards de dirhams. 14 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maroc a dépensé 14 milliards de dirhams pour former 14 000 médecins au Maroc, pour que ces médecins marocains aillent enfin exercer ailleurs, profiter sur d'autres. Ça, c'est une réalité. Troisième conséquence, et non des moindres, c'est un risque majeur, à mon avis, pour les chantiers, les véritables chantiers sanitaires lancés par notre pays. Bien sûr, on parle de la refonte du système de santé. Et le gouvernement, par exemple, quand on lit le programme du gouvernement, on nous dit, il faut un effort, moi je soutiens, nous en sommes tous responsables, qu'il y aura une amélioration nette de la prise en charge médicale de tous les Marocains pratiquement fin 2025. 2025, c'est demain, ce qui me paraît très difficile, voire même impossible. Quand on voit le chantier royal dont on parle tous, la refonte du système de santé, la généralisation de la couverture sociale, de la couverture médicale, ne peut pas aboutir, ne peut pas réussir dans sa totalité sans ressources humaines en qualité et en quantité. Je viens de vous dire les dysfonctionnements, les retards, etc. Bien sûr, c'est une ligne rouge, puisque c'est un projet royal, nous en sommes tous responsables, nous allons faire tout pour le faire aboutir, Inch'Allah. Mais c'est une réalité, il faut en tenir compte, il ne faut pas se cacher et dire que ça marche. Il faut que se parler, il faut qu'on échange, qu'on partage, qu'on se parle concernant ce problème. Maintenant, quelles sont les pistes de solutions? Quelques actions phares, rapidement. D'abord, à mon avis, il faut augmenter le recrutement des médecins. Il faut augmenter le recrutement des professionnels de santé en général. Comment? D'abord, former plus.
Un, former plus. Former plus, plus de facultés de médecine, un effort colossal a été fait, mais il faut qu'il y ait, il faut pas qu'on tombe dans le piège des étudiants dans une faculté qui sortent, qui soutiennent leur thèse, alors qu'ils n'ont jamais vu un CHU. Il y a des pays qui ont opté, par exemple, pour l'affectation de 10 à 15% des places de première année à d'autres étudiants en dehors de ceux inscrits, à condition que ces étudiants acceptent d'aller exercer dans les régions éloignées, dans les régions sous-médicalisées. Et les terrains de stage, etc., j'en passe. Ça, c'est la première. Deuxième proposition, il faut qu'il y ait, à mon avis, ça j'insiste, parce que je l'ai vécu, une séparation nette, vraiment une séparation nette, entre les activités de soins et les activités techniques et administratives. Si on prend uniquement le ministère de la Santé et les directions régionales, vous avez entre 800 et 1000 médecins et professionnels de santé qui exercent des fonctions d'administrateur, de responsable, de paperasse, de taper sur l'ordinateur, de faire des courbes, etc. On ne peut pas se permettre le luxe. On forme moins, on a des problèmes de pénurie, et les médecins, pas uniquement les médecins, les professionnels de santé que nous formons, nous les utilisons dans des endroits ou de technique ou de l'administration. Il faut qu'il y ait cette séparation. Il y a l'École nationale de santé publique qui est faite pour ça. Il y a d'autres, qui est faite pour ça, et vous avez des universités ou des facultés des sciences biomédicales appliquées qui peuvent s'occuper de toutes ces techniques et technologiques. Troisième solution pour recruter plus, c'est un partenariat public-privé, un partenariat public-militaire. Je vais rebondir sur la loi 08-22. C'est une loi relative à l'instauration, à la création des GST, les groupements sanitaires territoriaux dont tout le monde parle, mais je vais vous faire une remarque personnelle. L'article 3 de cette loi dit ceci. Les GST, les groupements sanitaires, englobent tous les établissements sanitaires publics, à l'exception des établissements sanitaires privés, militaires et les BMH, bureaux municipaux. Alors, où on veut travailler la main dans la main, au moment où on s'attendait, il n'y a aucun article qui renvoie, par exemple, sur un décret dans le cadre d'un partenariat. Donc, comment réaliser les groupements sanitaires? Au départ, on exclut les 2/3 alors qu'on veut former plus, on veut s'entraider, etc. Un autre point pour recruter plus, c'est remettre dans les circuits les médecins retraités. Les médecins retraités, pas tous, s'ils ont d'autres choses à faire, ils travaillent ailleurs, mais il y a beaucoup d'entre eux qui veulent revenir. 30% par exemple des enseignants marocains, entre 30 et 40% des enseignants marocains, des professeurs enseignants, ont quitté le CHU. Ils ne sont pas utilisés. Ils ne sont plus revenus, on ne les a pas été. Et pourtant, les gens parlent de la loi. La loi 0100 de l'enseignement le permet. Son décret d'application, je vous le dis, le décret d'application 2-96-793, dans son article 24, parle des professeurs non permanents. Des enseignants non permanents. Ça veut dire qu'il parle des enseignants vacataires et des enseignants associés. Un enseignant vacataire, c'est quelqu'un qui exerce ailleurs dans le privé, peut venir faire des vacations d'enseignement, de stage, etc. Un enseignant associé, c'est un enseignant qui est recruté par le ministère, par l'université, par la faculté, au même titre que les autres enseignants. La seule différence, c'est que c'est un contrat à durée déterminée qui est reprolongé, etc. Donc, il y a la loi, il y a le décret d'application, il suffit d'y aller. Il y a beaucoup de gens, personnellement, j'étais enseignant, j'ai travaillé dans le CHU plus de 43 ans, y compris ma durée de fonction de ministre, de mission de ministre. Malheureusement, je ne travaille plus. Moi, je veux bien, avec la modeste expérience que j'ai dans le domaine des urgences, d'anesthésie, réanimation. Si on m'appelle demain, je ne dirai pas, je n'ai pas besoin d'un sou. Je travaille, c'est mon pays qui m'a tout donné. Moi, je veux bien aller. Parce que vous savez, en médecine, il n'y a pas que la théorie, je vous le dis, c'est la pratique. En médecine, on doit enseigner aux étudiants ce qu'il faut faire, c'est bien, c'est la théorie. Il faut lui enseigner ce qu'il ne faut pas faire, c'est encore mieux.
en médecine, ce qu'il ne faut pas, et particulièrement dans mon domaine de médecine d'urgence et d'anesthésie et réanimation. Donc, recruter plus de professionnels de santé. Deuxièmement, prendre des décisions, une politique, je l'ai dit, agressive et volontariste pour limiter, on ne peut pas arrêter, limiter l'exode. C'est, vous l'avez dit, les conditions salariales, les conditions familiales, les conditions de travail essentiellement. D'autres pays sont partis très loin vers le contrat, ce qu'ils appellent le contrat d'engagement du service public, qui me paraît l'un des éléments. Le contrat d'engagement de service public, c'est un contrat entre l'État et l'étudiant. Dès le départ en première année, l'étudiant percevra une bourse mensuelle pour faire ses études correctement jusqu'à la fin de... C'est l'État qui donne le cadre de son contrat. Une fois l'étudiant termine ses études, il est médecin. On lui offre des incitations fiscales, par exemple, on arrête l'impôt sur le revenu pendant 5-6 ans, les autres incitations fiscales pour qu'il accepte de travailler toujours dans le cadre de ce contrat d'engagement du secteur public. Dans les régions éloignées, on en a besoin. Et quand il ne veut plus rester dans le secteur public, il veut s'installer dans le privé, toujours dans ce contrat d'engagement de service public, on l'accompagne des mesures dans l'investissement, on l'aide dans l'investissement, on l'aide des aides fiscales. Vous voyez, c'est un contrat d'engagement de service qui accompagne l'apprenant depuis le stade de première année d'étudiant quand il est médecin dans le secteur public et jusqu'à ce qu'il devienne médecin dans le secteur privé. Un autre point qui me paraît essentiel, c'est le service sanitaire national. Moi, je ne comprends pas, on l'avait annoncé, mais bon, on peut le discuter. L'Égypte a commencé, par exemple, à partir de la rentrée universitaire 2023-2024, l'a mis en application. Les études médicales en Égypte, c'est 7 ans. 5 ans de formation théorique et 2 ans, ils choisissent les hôpitaux et les équipes, etc., à travers les régions, et les étudiants sont envoyés pour leur stage, pour le former, mais en même temps, pour aider, pour donner un coup de main. Parce que vous savez, quand il y a un problème dans un pays comme le nôtre, un problème aigu, pénurie, aigu et chronique en même temps concernant les ressources humaines, vous avez 2 solutions, vous n'avez pas 3. La première solution est de toujours attendre les autres. Dire, on va faire le nécessaire pour que les gens rentrent, on va les intéresser. Alors, des mesures attractives, tout ça, il faut le faire. Je ne suis pas au contraire. Mais vous avez d'autres solutions entre vos mains. Moi, je ne sais pas, l'État dépense 1 million de dirhams pour la formation, et quand je dis on part en stage ailleurs, ce n'est pas on part en stage gratuitement. Ça veut dire que le médecin généraliste percevra, selon les conventions internationales des droits de l'homme, le salaire du médecin généraliste, plus les primes de travail ailleurs, etc. Et le dernier point qui me paraît essentiel, c'est former mieux les étudiants et les jeunes professionnels de santé. Quand je dis former mieux, j'ai l'impression, j'ai la certitude qu'actuellement, c'est fini cette période où on est en train de rêver en disant « Ah, nos étudiants marocains sont bien cotés, ils sont pris ailleurs ». Maintenant, je peux vous assurer que ce n'est plus le cas. Parce que nos étudiants, c'est beaucoup plus le bâchetage, c'est beaucoup plus les QCM, cocher B, cocher C, cocher E, et les phrases... Et donc, il faut élargir les terrains de formation, élargir les terrains de stage. Nous n'avons pas tous les moyens. Et j'ai dit 40% du plateau technique lourd existent dans le privé. 80-90% des gestes spécialisés, hyper spécialisés de médecine se font dans le privé. 90. Donc l'étudiant a besoin de voir. Deuxième élément pour former mieux, c'est le TPA. Le TPA, je l'ai dit, je l'ai repris ici, c'est le cancer de la médecine et le cancer de la santé. Le cancer de la médecine, le cancer. Il y a un abus considérable. Moi, personnellement, je sais ce que pensent beaucoup de mes collègues et confrères. Là où il y a de l'argent, on ne peut pas régler. On ne peut pas réguler. On ne peut pas organiser. C'est faux. On a essayé, je sais ce qui se passe en Tunisie, ce qui s'est passé en Tunisie, ils sont revenus. Même actuellement en France, les enseignants, ceux le noir, etc. Les gens qui veulent exercer dans le public, ils y restent.
s'ils veulent partir dans le privé, Allah sahel alayhum. Et enfin, dernièrement, c'est réformer les études médicales. Réformer les études médicales, c'est une réforme qui doit concerner tous les cycles. C'est un tout. On ne peut pas réformer un premier cycle, un deuxième cycle, un troisième cycle. Quand on touche à un cycle, on touche automatiquement au volume horaire, à la pédagogie, etc. On doit considérer les universités et les écoles de santé comme un point essentiel de production de connaissances pour avoir une tête bien pleine, mais surtout un point de départ de développement des compétences et de raisonnement pour avoir une tête bien faite, beaucoup plus qu'une tête bien pleine. Et pour ça, il faut absolument que la formation continue, que l'évaluation des pratiques professionnelles, que le développement professionnel continu devienne obligatoire pour tous les professionnels de santé au Maroc. Bien sûr, l'extrême urgence de mettre sur pied un OGDPC, un organisme gestionnaire de développement professionnel continu. Je vais conclure en disant que les ressources humaines doivent être considérées comme un déterminant clé de la performance de l'activité de soins. L'Organisation mondiale de la santé l'a déjà classé parmi les 6 piliers du système de santé de tout un pays. Le premier pilier, c'est les prestations de soins. 2, ce sont le personnel. 3, c'est l'information sanitaire. 4, ce sont les produits de santé et les technologies de santé. 5, c'est le financement. Et enfin 6, c'est la direction et la gouvernance. Sa Majesté a déjà adressé une lettre royale à la 2e conférence nationale de la santé tenue à Marrakech. Il a insisté à ce que les participants puissent prendre en compte le facteur humain, sa formation en qualité et en quantité et sa valorisation dans ce secteur vital. Dieu merci, nous avons un roi qui prévoit, qui anticipe, qui prend les devants pour insuffler une culture d'excellence dans tous les domaines de la vie des Marocains et plus particulièrement dans le domaine de la santé avec sa composante essentielle, les ressources humaines, pour faire de nos institutions, pour faire de nos espaces de santé, de nos cliniques privées, de nos hôpitaux publics, des espaces de prise en charge médicale de qualité, mais surtout des espaces de formation, d'émancipation et d'excellence, à la fois humains, modernes, démocratiques, ouverts et intégrés. Je vous remercie pour votre attention.